Sarah Abécassis. Je suis arrivée du coup en septembre dans l'école et en janvier au service des relations internationales. Et je m'occupe des étudiants de l'ENSAF qui partent en mobilité et des voyages P45. Alors, est-ce que vous pouvez présenter l'Erasmus, comment ça se passe, les destinations proposées et quelle année on peut partir? Tout à fait. Alors, déjà, on dit Erasmus pour tout, mais il faut bien distinguer les destinations européennes qui donc dépendent d'Erasmus et les destinations hors Europe dans lesquelles il est quand même possible de partir. Donc on a beaucoup de destinations, ce serait un peu dur de toutes les citer, mais on a beaucoup de places en Italie, on a des places en Espagne, sinon dans les pays plus lointains, on a le Mexique, les États-Unis, le Japon, la Thaïlande, la Suisse, c'est hors Europe mais quand même pas très loin. Et voilà, on a un peu plus de 110 places, je crois, en tout, mais qu'on ne remplit pas toutes chaque année parce que le but c'est plus que les étudiants aient le choix et pas forcément de remplir toutes les places. Okay. Sur le site de l'école, où est-ce qu'on peut trouver les destinations où on peut partir? Alors, dans la section internationale, vous avez offre de mobilité, il y a le guide des mobilités internationales qui donc détaille dans ses premières pages les destinations Erasmus avec chaque ville, école, pays, le nombre de places disponibles et la durée d'un échange et le niveau de langue requis. Parce qu'il y a des écoles qui demandent des niveaux de langue plus ou moins élevés. Et du coup, en quelle année on peut partir? On peut partir, le plus fréquent c'est de partir en M1. Il y a aussi des étudiants qui partent en M2, mais donc ça demande d'aménager un petit peu les études, mais c'est possible. Alors spécifiquement, pour les étudiants qui partent dans le cadre du double master avec l'université de Tongji à Shanghai, ils partent en M2. Okay. Quelles sont du coup les conditions pour partir? Est-ce qu'il faut avoir validé tous les ECTS de licence, avoir une certaine moyenne? C'est quoi les conditions pour partir? Alors déjà c'est sûr qu'il faut avoir validé sa licence et c'est pas punitif. C'est-à-dire que c'est pas qu'on vous empêche de partir en voyage, c'est qu'en fait là-bas vous serez inscrit en M1 et en fait vous ne pouvez pas être inscrit en M1 légalement si vous n'avez pas de licence. Donc c'est plutôt ça vraiment qui est limitant et c'est ça la vraie raison pour laquelle si vous n'avez pas votre licence vous ne pouvez pas partir. Après en termes de moyenne, il n'y a pas de moyenne minimum. C'est vrai qu'en termes de rayonnement et en termes je veux dire qu'on a des accords basés sur la confiance avec les autres établissements. Le but c'est plutôt de leur envoyer des bons étudiants. Et sachant qu'il y a souvent plus de demandes que de places, il faut quand même les notes comptent. Alors j'ai le détail de comment les notes comptent. Il y a un entretien avec un jury dont la note finale compte pour 50% de la note du classement total. Et ensuite, l'autre moitié de la note, c'est aux 2/3 la moyenne des notes de deuxième année. Et le dernier tiers, c'est la note de P31. Okay. Et du coup, là-dessus, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand commencent les démarches pour partir et quelles sont ces démarches-là? Justement sur les oraux, les entretiens, les portfolios, les dossiers à envoyer. Alors, on a une réunion d'information dès la rentrée en automne. Pour les troisième années. Pour les troisième années. Donc ça, c'est important d'y participer parce que c'est là où on va donner pas mal d'informations utiles. Et c'est à partir de là que vous pourrez vous renseigner sur les écoles. On voit pas mal d'étudiants qui se sont pas assez renseignés qui se sont peut-être renseignés sur le pays, mais pas forcément spécifiquement sur l'école, et qui par exemple au moment de choisir leur cours réalisent que l'école ne propose pas forcément des cours qui les intéressent. Donc ça c'est vrai que c'est important de penser à justement aller d'ores et déjà regarder les cours. En fait c'est principalement ça qu'il faut faire pour bien préparer l'entretien.
c'est se renseigner sur le pays, sur l'école, avoir des vraies raisons de vouloir partir dans le pays et avoir un projet pédagogique, que ce soit en rapport avec le mémoire ou en rapport avec des projets que vous auriez fait dans vos 2-3 premières années et que vous auriez envie d'exploiter et vous savez que ça s'exploite dans tel pays. Ça c'est très important. L'idée c'est de ne pas faire agence de voyage, donc de montrer que votre intérêt pour le pays, pour la destination choisie va au-delà de la curiosité touristique. Okay. Et du coup les démarches, comment ça se déroule? Alors vous émettez un choix avec un portfolio, une lettre de motivation qui sont cohérents avec donc, ce choix-là. Vous le soumettez en décembre. Ensuite, nous, on organise des jurys donc avec 2 professeurs. Souvent, c'est des professeurs qui connaissent bien la destination. Le plus possible, surtout lorsque c'est un prérequis par l'école, de parler la langue de la destination, on essaye de faire l'entretien dans la langue de la destination. Donc si vous comptiez apprendre l'italien en août juste avant de partir, c'est bien d'anticiper un peu plus. Et à ce moment-là, voilà, vous êtes convoqué pour un entretien en Zoom où on va vous poser des questions sur vos motivations, votre parcours, ce qui enrichirait, comment ce voyage enrichirait votre mémoire, la suite de vos études, que pourriez-vous trouver là-bas que vous ne trouveriez pas à l'ENSAV. À la suite de ça, on publie une liste des personnes qui sont retenues pour chaque destination. Il peut y avoir une liste complémentaire, mais ce n'est pas obligatoire, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de quel genre de candidature on a eu, ça dépend de quelle place il reste, ça dépend aussi beaucoup de nos budgets parce qu'on est quand même extrêmement tributaire des budgets donnés par le ministère de la Culture et l'agence Erasmus. À partir de là, on envoie des nominations donc, dans les établissements partenaires en disant telle personne va partir tel semestre ou telle année. Et à ce moment-là, le gros du travail commence. C'est là où il faut commencer à se renseigner pour le visa, pour s'inscrire dans l'établissement. Et ça, pour le coup, c'est des démarches, vous êtes nombreux, donc on ne peut pas vous accompagner tous pas à pas. Et en plus, les modalités peuvent varier d'une année à l'autre. Donc nous, c'est vrai qu'on a du mal à rester au fait de toutes les modalités de chaque école tous les ans. Donc c'est vraiment bien si vous vous renseignez en amont. Et par contre, on est disponible pour vous aider dans vos démarches. Ça, il n'y a aucun souci. Et du coup, c'est vers quelle période les résultats et qu'on sait dans quel Erasmus on va? Donc c'est en janvier. Okay. Combien de choix de destination on peut faire? Alors, on peut faire un seul choix de destination. Donc il faut bien y réfléchir. Je sais qu'il y a des personnes qui envisagent ça de façon plus stratégique que d'autres. Il y a des gens qui ont déjà prévu une destination dès leur entrée à l'ENSAV et qui ont absolument envie de partir là-bas. Il y en a qui ont envie de partir tout court et qui du coup se mettent sur des destinations où ils savent que moins de gens se positionneront. C'est une stratégie, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Et comment ça se passe si on n'est pas pris en résultat en janvier, si on n'est pas pris dans l'Erasmus? Comment on fait pour si on veut quand même partir? Est-ce qu'il y a un rattrapage? Alors, il y a une liste complémentaire pas obligatoire. Il peut y en avoir une, mais les modalités changent chaque année en fonction du contexte de l'année, donc en fonction du nombre de candidats, en fonction du budget. Si on n'est pas repêché, il y a toujours la possibilité de faire un stage à l'étranger. Et ça peut être une autre opportunité, une autre façon de partir et d'explorer un peu, de sortir un peu de l'ENSAV sans faire d'échanges à proprement parler. Okay. Et du coup, pour partir, est-ce qu'il y a des aides, des bourses? Comment ça se passe? Qui est éligible? Et comment ça se passe pour les boursiers aussi?
Alors, il y a plusieurs sortes de bourses. Donc, pour tous les étudiants qui partent dans des destinations européennes, il y a la bourse Erasmus+. Donc, celle-là, elle est inaliénable. Tout le monde l'a. Il y a juste c'est une espèce de contrat entre Erasmus et vous. Donc, il y a des questionnaires à remplir, un test de langue à effectuer. Mais il n'y a pas de... Tout le monde est éligible. Il y a 3 montants possibles, il y a 3 catégories de pays en fonction du niveau de vie du pays dans lequel vous partez. Bien sûr, ça se cumule avec votre bourse du Crous. Vous continuez à recevoir, même que vous alliez en Europe ou hors Europe, vous êtes toujours inscrit étudiant à l'ENSAV, donc vous recevez votre bourse du Crous. Okay. Pour les destinations hors Europe, il y a plusieurs bourses du ministère de la Culture. Donc il y en a une qui est destinée aux boursiers, donc spécifiquement, et les non-boursiers ne peuvent pas y prétendre. Et il y a sa sœur qui du coup est plutôt à destination des non-boursiers. Et donc ça se calcule, l'éligibilité se calcule en fonction du quotient familial. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a une enveloppe globale pour tout le monde et que du coup, quand bien même vous seriez éligible, vous n'avez pas de garantie d'obtenir la bourse parce que ça dépend de l'enveloppe globale que nous donne le ministère. Et vous avez des exemples de montants, par exemple, pour ceux qui partent en Erasmus ou pas en fonction des niveaux de vie des pays ou Alors, en 2022-2023, pour la bourse, pour les boursiers du ministère de la Culture, c'était 400 € par mois, limité à 6 mois pour une mobilité d'1 an et à 4 mois pour une mobilité d'1 semestre, donc ça ne couvre pas l'intégralité de votre échange. La bourse pour les non-boursiers du ministère de la Culture, c'était 152 € par mois. L'aide à la mobilité de l'Île-de-France, parce qu'il y a aussi des aides régionales. Qui se cumulent du coup ? Qui peuvent se cumuler, oui, tout à fait. C'était de 250 € par mois. Et alors pour la bourse Erasmus+, donc il y avait les 3 groupes de pays. Le groupe de pays avec le niveau de vie faible, c'était 210 €. Le groupe avec le coût de la vie moyen, c'était 260 €. Et le groupe pour les pays au coût de la vie élevé, c'était 310 €. Okay. Et donc on a pu financer cette année seulement 8 mois sur 10 pour les Erasmus parce que le budget baisse. Okay. Et ça, c'est quelque chose, je pense, dont il faut vraiment avoir conscience. C'est-à-dire que même en obtenant toutes les bourses possibles, toutes les aides financières possibles, partir en mobilité, c'est quand même un coût financier. Sachant qu'en plus vous ne pouvez pas forcément travailler dans le pays où vous partirez. Donc nous on essaye de faire en sorte que les capacités financières, surtout que les disparités de capacités financières soient un peu compensées par les aides qu'on propose. Mais c'est vrai que ça comptera toujours et que ça aura toujours un coût de partir. Ou par exemple pour ceux qui sont redoublants. Est-ce que ça a impact sur le fait de partir en Erasmus ? Quelles notes sont prises en compte ? Est-ce que ça joue ou pas ? Je n'ai pas personnellement vécu le cas. Je dirais que du coup, pour continuer dans la stratégie, il faudrait demander sa mobilité lors de la deuxième partie de sa L3. C'est toujours les mêmes notes qui seront prises en compte, c'est-à-dire les notes de L2 et les notes de B31. Alors du coup, est-ce qu'on peut créer une nouvelle destination d'Erasmus si on ne trouve pas la ville ou le pays qui nous intéresse ? Tout à fait. Nous, on est toujours partant pour vous appuyer, pour vous aider à créer des nouvelles destinations. C'est pas si simple. La bonne stratégie, c'est de vous trouver un prof ici qui aurait un contact avec un prof de l'école dans laquelle vous voudriez partir. Et en fait, c'est ces contacts entre profs qui permettent de créer des échanges. Et il faut s'y prendre à peu près à quelle période pour commencer ces démarches-là ?
ou je dirais dès votre L2. Ok. Ok. Parce que ça peut prendre un moment à se mettre en place. Donc le plus en amont, c'est le mieux. Et nous, bien sûr, on sera là pour vous soutenir avec des lettres, de la documentation à envoyer aux universités. S'ils veulent venir en visite, voilà, on appuiera votre initiative. Okay. Merci beaucoup. Et alors du coup, sur place, donc une fois qu'on a réussi tout ce processus-là pour partir en Erasmus, sur place, comment ça se passe pour la validation des ECTS, le choix des cours, comment ça se déroule, comment ça se passe? Alors, le choix des cours se passe un peu avant d'être sur place, okay, de préférence. Donc la plupart des universités ont un catalogue de cours en ligne avec notamment des informations sur le nombre de crédits ECTS ou si ce n'est pas des crédits ECTS, si c'est hors Europe, sur le nombre d'heures encadrées que ça représente pour calculer les équivalences, sur si le cours est enseigné dans la langue du pays ou en anglais. Donc vous avez ce qu'on appelle un Learning Agreement qu'on vous transmet nous. Il y a certaines universités qui vous transmettent le leur et qui préfèrent que vous rendiez le leur. Dans ces cas-là, il vaut mieux remplir les deux. Et donc c'est là où vous indiquez le nombre de cours que vous choisissez, quel cours vous choisissez et pour combien de CTS. Et vous devez aussi préciser les cours que vous allez suivre à Versailles. En l'occurrence, même si vous partez un an, vous validerez quand même le M1 et donc le mémoire 1 et qui vaut 10 ECTS à Versailles et la présentation des travaux et le rapport d'études qui valent chacun un ECTS. Donc vous prenez pour 48, si vous partez un an, vous prenez pour 48 ECTS là-bas que vous pouvez répartir sur l'année. Un projet par semestre et selon et le reste vous remplissez de cours, idéalement un équivalent d'initiation à la recherche. Mais on vous laisse être assez libre sur les cours que vous voulez prendre. Si vous voulez prendre des cours de langue, ça c'est important, ils ne seront valorisés à Versailles que pour 2 ECTS. Donc même s'ils valent 8 ECTS là-bas, nous on les plafonnera à 2 ECTS, donc ça c'est bon à savoir. Et vous avez le droit de prendre des cours un peu de paysage, un peu d'urbanisme, mais il faut que ça reste à peu près dans le domaine de l'architecture. Vous ne pouvez pas aller prendre un cours de maths. Pour faire un parallèle avec Versailles, à Versailles, en master, vous avez 2 projets, donc 2 P45, qui ont chacun 16 ECTS, donc un au premier semestre, 2 au deuxième semestre. Vous avez des cours C1 et C2 qui valent pour 4 ECTS, donc un chaque semestre. Vous avez au premier semestre l'initiation à la recherche qui vaut 10 ECTS. Et au second semestre, vous avez le mémoire recherche documentaire, donc c'est le début de votre mémoire qui vaut aussi 2 ECTS. Plus, si vous partez en Erasmus, le rapport d'études et la présentation. Et avec tout ça, on arrive à 60. Ce qui fait que si vous partez un seul semestre et que vous partez au premier semestre, prenez pour 28 ECTS, puisque un semestre c'est 30 ECTS. Et là, il y aura le rapport d'études et la présentation des travaux qui seront validés à Versailles. Et si vous partez au second semestre, vous prenez dans votre destination choisie 18 ECTS, puisqu'il y aura le rapport d'études et la présentation qui seront validés par Versailles, mais aussi le mémoire recherche documentaire. Donc vous aurez un deuxième semestre un peu plus léger. Et si vous partez toute l'année, vous prenez pour 48 ECTS que vous pouvez répartir sur l'année avec juste les prérequis qui sont un projet par semestre. Et du coup, à Versailles, on aura quand même des cours en visio sur le mémoire. Tout à fait. Vous serez du coup au moment, il faudra que vous participiez à la journée de la recherche, qui est donc une journée de présentation des groupes de mémoire en visio, qui sera tout à fait accessible en visio. Et qui vous permettra de postuler pour des groupes de mémoire et d'être ainsi répartis dans un groupe de mémoire et de faire des séances en visio avec le prof du mémoire.
Et par contre, si vous partez dans une destination hors Europe, les ECTS ne s'appliquent pas, puisque c'est une donnée européenne. Vous avez quand même des crédits, mais qui n'ont de valeur que ce qu'ils ont comme valeur dans l'université d'accueil. Et par contre, pour calculer, donc il y a une commission des équivalences à Versailles qui va vérifier que vous avez bien pris pour l'équivalent de 48 ECTS de cours. Et donc ça, si vous n'êtes pas sûr d'avoir assez de cours, vous pouvez regarder combien d'heures valide les matières. Et a priori, une heure ECTS, un ECTS, c'est 24 heures de cours. Donc ça, c'est bon à savoir. Et vous pouvez aussi tout à fait, nous on encourage à contacter l'interlocuteur sur place pour qu'il nous dise combien de cours d'habitude les étudiants prennent, et vous vous calez sur ce qu'ont fait vos prédécesseurs. En rentrant, vous nous transmettez ce qu'on appelle le TOR, le Transcript of Records. Normalement, c'est votre université de destination qui nous l'envoie, et nous, on s'en sert pour justement établir cette équivalence-là. Et il y a juste besoin de ça, a priori. Ça, c'est au retour. Ça, c'est au retour, ouais. Donc, quand on commence l'année, vous ne savez pas si c'est équivalent à ce qu'on va faire là-bas? Si, parce que vous remplissez quand même votre Learning Agreement. Okay. Et on valide quand même. Le Learning Agreement, c'est un document qui doit être signé par nous. Et donc, c'est un document qui nous permet d'avoir justement un œil sur quel cours vous allez prendre et de vous confirmer que vous n'allez pas vous faire avoir. Et que, a priori, si vous validez les cours que vous avez dit que vous alliez prendre, vous validerez votre année. Et le TOR, donc c'est une certification qu'on a suivi ces cours là-bas? Le TOR, c'est vos notes, en fait, c'est votre relevé de notes. Et du coup, est-ce qu'il y a des autres solutions que l'Erasmus, par exemple pour partir à l'étranger, comme vous aviez parlé tout à l'heure du stage, est-ce qu'il y a des bourses pour ces choses-là? Comment ça se passe? Un petit mot là-dessus. Alors, donc oui, il y a une possibilité de faire un stage à l'étranger, il y a même une possibilité d'enchaîner après son Erasmus d'un semestre sur 6 mois de stage à l'étranger. Ce qu'il faut avoir en tête, encore une fois, c'est qu'on est très dépendant des budgets et que depuis 1 ou 2 ans, on n'arrive plus à financer les stages et qu'ils ne sont pas forcément toujours rémunérés. Par exemple, en Italie, on a vu le cas de figure, les stages sont rémunérés pour les étudiants italiens par l'université dont ils dépendent. C'est pas comme ça que ça marche en France, et du coup, les étudiants se retrouvent à faire des stages non rémunérés. Donc ça, c'est encore une fois possible, mais il faut bien évaluer les coûts avant de se lancer. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot? Enfin, peut-être que les choses que les étudiants oublient souvent, les choses qui ne sont pas claires, est-ce que vous voulez... Alors, ce que je peux ajouter, c'est que certains de nos professeurs sont en train de mettre en place d'étendre donc le double master Tongji Versailles à un master international qui permettra, on espère, de faire de nouveaux partenariats et d'envoyer des étudiants en mobilité d'une façon un peu différente et des échanges et des P45. Donc ça va se développer et vous pouvez garder un œil dessus, on vous tiendra au courant de toute façon. Et dans les choses que les étudiants oublient souvent, c'est bête, mais vérifiez que vous avez bien vos papiers d'identité bien en ordre pour partir, pour demander les visas. Prévoyez les délais les plus longs possibles parce qu'on ne sait jamais. Et dans les autres choses dont il faut avoir conscience, c'est les destinations américaines. Ils vont vous demander de présenter une preuve que vous avez plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros sur votre compte en banque. Eux, leur inquiétude, c'est qu'une fois que vous soyez entré sur le territoire, vous n'ayez pas les moyens de repartir. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Nous, on ne pourra pas... Déjà, avec les États-Unis, en fait, avec tous les établissements dont les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés
que chez nous, il y a déjà une petite inégalité parce que les étudiants là-bas payent 15 000 euros pour venir 15 000 dollars pour venir dans un établissement où la scolarité est à moins de 1 000 euros, alors que vous aurez pour moins de 1 000 euros une scolarité qui vaut 15 000 dollars. Donc c'est déjà déséquilibré à ce moment-là. Donc on ne peut pas leur demander, nous, de faire des efforts pour prendre nos étudiants, même s'ils n'ont pas la somme requise. Les destinations les plus demandées, c'est plus ou moins lesquelles? Ça varie d'année en année avec les modes. Ce qui est sûr, c'est que les destinations qui sont toujours demandées et remplies, c'est les États-Unis, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, parce que Delft, l'école avec laquelle on est partenaire, c'est une très très bonne école. Donc ça, elle est toujours beaucoup demandée et les étudiants sont toujours très heureux d'être partis là-bas. Et après, ça dépend des modes. Et du climat, oui, renseignez-vous bien sur le climat politique du pays dans lequel vous allez partir. Merci beaucoup.